Est-ce que c'est l'année ou jamais pour l'Angleterre dans cet Euro 2024? Bonjour à tous les socios, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Club des 5. On poursuit nos previews à quelques jours de l'ouverture de l'Euro en Allemagne, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre, un des favoris, le favori même pour notamment notre partenaire Winamax, les bookmakers. Et avec moi, bien sûr, un beau plateau pour m'accompagner, un spécialiste du foot anglais. C'est comme ça qu'il est présenté maintenant. Monsieur Najim Medini. Salut Sam, salut Walid, salut à tous. Très content d'être là, très content de pouvoir parler de l'Angleterre. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, que ce soit sur l'effectif, que ce soit sur la forme, sur les matchs amicaux. Il y a pas mal de points chauds. C'est ta petite équipe, toi? Moi, c'est ma petite équipe. Vu que je suis beaucoup la Première Ligue, il y a plein de joueurs de Première Ligue forcément qui jouent en équipe d'Angleterre. Donc j'ai hâte de les voir en action. Surtout qu'on est souvent déçus avec l'Angleterre. Donc j'espère que cette année, ce ne sera pas le cas. Monsieur Walid Acharchour. Salut Sam, salut Najim, salut à tous. Tu pensais en 2024 encore parler de Gareth Southgate ou pas? Oui, c'était une possibilité, mais bon, on aurait pu peut-être s'en passer, mais il est là avec une grosse équipe, donc on a plein de choses à décrypter. Puis je suis content d'être avec le Philippe Auclair 2.0, le Philippe Auclair de la Lune. Le Darren Tulette 2.0, donc on est très très content. Oui, effectivement, beau programme aujourd'hui parce qu'on va revenir sur les forces, les qualités de cette équipe anglaise, mais aussi les défauts, ce qui peut lui coûter la compétition, et ça a été un peu de coutume sur les dernières années. Juste avant de démarrer, bien sûr, je remercie nos partenaires historiques qui nous accompagnent, notre partenaire historique Winamax et unbonmaillot.com qui est avec nous depuis un bon mois. On va faire tout l'Euro ensemble. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez procurer des maillots, vous allez sur leur site unbonmaillot.com et surtout vous avez 10% avec le code CD5 pendant tout l'Euro, donc allez-y, c'est pas mal. Vous pouvez déjà que c'est pas très très cher, j'ai dire déjà que c'est pas très cher par rapport au marché, 10% ça peut être intéressant, et surtout qu'il y a des beaux maillots à l'Euro, donc ça vaut le coup de se faire un petit kiff et de voir sur quel maillot, ou d'offrir, exactement. Ouais, pour ceux qui ont envie des quelques anniversaires qui arrivent cet été, ça peut être une bonne idée. On va tout de suite aller dans le vif du sujet, les socios, comme lors des précédentes émissions, et commencer donc avec cette équipe anglaise. 10 ans de Southgate et cette compétition qui, comme je l'ai dit en intro, sonne comme l'Euro ou jamais pour cette génération. C'est un outsider, voire un favori régulier, Najim, l'Angleterre. Cette année, on arrive dans une compétition où on se dit globalement, il y a l'Allemagne qui va être à la maison, il y a la France qui est la France sur le continent européen, et puis derrière, il y a l'Angleterre qui est censée aussi, comme en 2020, sortir son épingle du jeu et arriver peut-être, pourquoi pas, au sacre à la fin. C'est clairement l'un des gros favoris de la compétition. Déjà, lorsqu'on regarde l'effectif de l'Angleterre, on est sur l'un des tout meilleurs effectifs de la compétition. On s'est fourni à quasiment tous les postes, même s'il y a certains postes où il y a quelques points d'interrogation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans une très bonne dynamique. Quand on regarde un petit peu à chaque poste, ce sont plein de joueurs qui sortent d'une saison aboutie dans leur club. Un effectif pas mal remanié, hein, parce qu'on le voit à l'écran avec en couleur tous les joueurs qui n'étaient pas au Qatar il y a un an et demi. Ouais, je crois qu'il y en a 12 ou 13, il y en a pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques choix forts de la part de Southgate sur la liste finale, avec des Rashford, des Sterling notamment qui ont été écartés, Henderson aussi, qui était un maillon fort de son équipe depuis son arrivée. Southgate, ça va être quand même sa 8e année, hein. Il est arrivé juste après l'Euro 2016. À chaque fois, on a été parfois un peu déçus du résultat. Il y a eu une finale perdue au tir au but face à l'Italie. Il y a eu ce match raté contre l'équipe de France. Enfin, raté, le résultat était raté parce que l'Angleterre avait fait plutôt jeu égal face à l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc là, on a envie que ça se concrétise. Et puis tu l'as dit, l'Angleterre n'a pas remporté de compétition depuis 1966. Là, il y a une génération qui arrive un petit peu au top de leur forme. C'est un peu, comme tu l'as dit, l'année ou jamais. Il y a des raisons, en tout cas, d'y croire, je pense, cette année pour les Anglais. Alors, il y a eu des qualifs plutôt bien réussis, Walid. Voilà, il y a, on va dire, depuis 2022, il y a eu 13 matchs pour l'Angleterre, 9 victoires. Donc, globalement, on est sur une équipe qui se maintient, on va dire, sur son statut d'équipe, grosse équipe aujourd'hui sur la planète mondiale. On le voit premier du groupe, hein, là aussi avec l'Italie et l'Ukraine, donc une performance solide pour les hommes de Southgate. Il y a eu une Ligue des Nations entre temps aussi qui s'est mal passée. Juste avant la Coupe du Monde. Petite Ligue des Nations, effectivement, où il y a eu qui était un peu à cheval, petite poil de déception pour les Anglais. Globalement, toi, quand tu abordes à quelques jours de cette compétition, comment tu vois cette équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est le favori qu'on a envie de décrire, ou est-ce que ça reste une équipe dans laquelle tu vois quelques petits défauts qui pourraient lui coûter une fois de plus le sacre à la fin? Le favori, je sais pas, parce que pour moi, il faut pas écarter l'équipe de France. Le fait d'être vice-champion du monde et d'avoir sorti l'Angleterre en quart de finale avec quand même un vivier et surtout
un savoir-faire dans les compétitions. Je peux pas mettre moi l'Angleterre devant l'équipe de France. Par contre, oui, ils sont côte à côte et ils font partie des favoris. On parlera des qualités, des défauts tout à l'heure, mais oui, aujourd'hui, l'Angleterre doit arriver dans cette compétition avec beaucoup d'ambition. Sur le dernier Euro, ils sont passés très proches de le prendre. Moi, je pense globalement que voilà, le vainqueur de France-Angleterre aurait pu gagner cette Coupe du Monde, et s'ils étaient passés contre le Paris Saint-Germain, contre l'équipe de France, pardon, on aurait eu une équipe d'Angleterre tout proche aussi de faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. On sent que ça se joue à très peu de choses. Et maintenant, là, il y a un euro, en plus symbolique parce qu'il est en Allemagne. On sait très bien l'histoire entre l'Allemagne et l'Angleterre. Il y a aujourd'hui comment dire, une rivalité, on en parle beaucoup, notamment avec Harry Kane qui est parti au Bayern Munich, notamment. Dans l'histoire, il y a souvent eu des affiches et des face-à-face assez intéressants. Donc ce serait quelque chose souvent l'avantage de l'Allemagne. Exactement, ce serait quelque chose d'assez grandiose pour l'Angleterre de s'imposer là-bas en Allemagne. Il y a beaucoup de choses, une jeunesse, une dynamique, des individualités très fortes, mais aussi des faiblesses. On en parlera après, mais on a le sentiment que l'Angleterre, là, le choc qu'ils nous pondent compétition après compétition, faut pas que ça dure éternellement, pour pas que ça fasse comme la Belgique par exemple avec la génération dorée, même si le vivier anglais reste quand même continu. Mais là on sent qu'il y a eu quand même un travail, les espoirs ont gagné notamment l'Euro cet été. Il y a du Monde U17 qui avait été gagné il y a quelques années. On a encore vu là à l'Euro U17, ils nous ont mis une trempe 4-0. Il y a vraiment un travail qui est fait et une vraie force dans la formation, dans le fait de sortir beaucoup de jeunes, et donc il faut que ça se concrétise en A avec cet euro. On l'a vu, Najim, beaucoup de renouvellement, beaucoup de joueurs de première ligue aussi qui ont été intégrés, pas forcément les plus visibles, en tout cas ceux qui jouent dans les clubs les plus exposés. Pas mal de jeunes aussi. Comment ça se matérialise pour Southgate du coup ? Comment il a réussi à les intégrer dans le groupe et pour certains même potentiellement dans le 11 ? En réalité, le 11, il n'a pas vraiment beaucoup changé en vrai. Ce sont beaucoup de joueurs d'expérience qui étaient là sur les dernières éditions. Tu prends Kyle Walker était déjà là, tu prends Phil Foden, Bellingham était également présent lors de la dernière Coupe du Monde, Harry Kane. Sur le 11, ce sont beaucoup de joueurs finalement qui ont quand même une certaine expérience, même si ça peut paraître un peu paradoxal. Parce on voit le 11 probable sur cette compétition. Bellingham n'a que 20 ans, mais Trippier est là depuis un certain temps. John Stones, ça ne va pas être sa première compétition. Pickford a été installé dès l'arrivée de Southgate après l'Euro 2016. Donc le 11 n'a pas beaucoup changé, même s'il y a quelques incorporations. C'est surtout sur la profondeur de banc finalement, où là Southgate a fait des choix très forts, où il a appelé des joueurs comme Gordon qui sort d'une superbe saison avec Newcastle, Eberechi Eze. Enfin, faut quand même savoir que le club le plus représenté en Angleterre, c'est Crystal Palace. Il y a 4 joueurs de Crystal Palace dans cette équipe. Marc Guéhi en défense centrale, qui a de grandes chances de débuter la compétition vu que Maguire s'est blessé. Ça va jouer entre Marc Guéhi et Lewis Dunk. Eberechi Eze qui sort d'une saison à Boussi, Henderson qui est le 3e gardien. Bref, il y a Wharton aussi qui est un petit peu l'une des petites surprises. Donc 4 joueurs de Crystal Palace, des joueurs qui sortent, je le disais, d'une belle saison. Anthony Gordon, Cole Palmer qui a été l'une des révélations en première ligue cette saison, Kobe Mainoo aussi. Bref, on aura l'occasion peut-être d'en détailler certains. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup d'absents quand même dans des joueurs qui étaient titulaires ou presque à la dernière Coupe du Monde. Rashford, Chilwell, Sterling, Grealish qui est sorti très tôt là, dans la liste récemment. Exactement. Donc ça, ce sont des choix très forts de la part de Southgate. C'est qu'il a préféré miser sur la dynamique de certains joueurs, sur la confiance qu'ils ont pu engranger cette saison, plus que par leur statut. Et moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Pourquoi ? Parce que ces joueurs-là qu'on vient de citer, ce sont des joueurs qui auront certainement été sur le banc. Un Rashford, un Sterling, un Henderson, est-ce que tu les vois vraiment sur le banc ? Ce sont des joueurs qui risquent un peu de bouder. Je préfère avoir des joueurs un peu plus frais qui sortent d'une bonne saison, un Gordon, un Eze, un Palmer, qui vont rentrer et qui, eux, pour le coup, vont vouloir un peu tout casser, peuvent un peu créer le bazar dans la défense adverse. Donc je pense plutôt que c'est un choix judicieux. Alors certains te diront oui, mais Southgate n'a pas fait le choix de l'expérience, c'est important de conserver l'âme du vestiaire, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, ce sont pour la plupart des joueurs qui ont vocation à rentrer en jeu, pas forcément des titulaires, parce que sur les titulaires, il n'y a pas eu de grand changement. On a souvent un peu vanné le fait que Southgate et Deschamps avaient quelques similitudes, mais là aussi on remarque que on a un 11 solide, une équipe solide, et puis derrière, pour, on va dire, rafraîchir un petit peu tout ça en cours de match, on compte plutôt sur des joueurs qui vont accepter leur rôle dans le groupe, plutôt que, comme tu l'as dit... Après, c'est une approche différente à Deschamps, parce qu'un Deschamps, je pense, aurait pris Grealish.
Oui. Par exemple, le Grealish se rapprocherait plus d'un Randal Kolo Muani, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que dans la gestion du groupe, il a participé à la Coupe du Monde, il avait été intégré, même si, attention, Grealish, je ne compare pas Grealish et Kolo Muani, mais de dire que plutôt qu'un Deschamps, par exemple, je pense que Southgate, à la place de Deschamps, il l'avait dit en conférence de presse, il aurait pris un Michael Olise, par exemple, à la place d'un Kolo Muani qui, sur la dynamique, aurait été meilleur que Kolo Muani. Là, lui, Southgate, il fait l'inverse. Un Grealish qui avait, comment dire, un vécu dans ce groupe, qui était très apprécié aussi dans ce groupe, il sort au profit d'autres joueurs qui sont plus impactants cette saison. Donc, il est beaucoup moins, je trouve, dans la gestion de groupe que Deschamps, et il marche beaucoup plus à la dynamique. De toute façon, ça a toujours été l'histoire de l'Angleterre, et ça a aussi été un problème à par moment. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, dès qu'il y avait un nouveau, en fait, le joueur du mois de Première Ligue était intégré dans la liste très très rapidement, et on l'a vu cette saison. Donc est-ce que ces mecs-là, après c'est toujours c'est le juste milieu, est-ce que il faut marcher énormément à la dynamique, ou est-ce qu'il faut marcher aussi uniquement à la gestion de groupe? Je pense qu'il faut un peu des deux, et on va voir ce que ça va donner avec l'Angleterre. Alors justement, pour rentrer dans les qualités et les défauts de cette équipe, la question Najim, c'est est-ce que ces joueurs-là, c'est pas la petite crainte qu'on peut avoir, même si on l'a dit, ce sont pour la plupart des joueurs qui vont avoir un rôle de joker dans cette compétition, mais ils ont peu d'expérience, mais au-delà d'expérience internationale, d'expérience de compétition. Ils jouent la Cup, la Carabao Cup, mais il y a des clubs qui ne jouent même pas l'Europe, dans les Crystal Palace par exemple, je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas été en Coupe d'Europe. Est-ce que ça ne peut pas être là la limite sur des matchs un peu plus couperés, des éliminations directes? Est-ce que ça ne peut pas être là leur limite? Ouais, c'est un point d'interrogation. Après, comme je le rappelais, dans le 11... Si on se réfère vraiment au 11, tu as beaucoup de joueurs qui, pour le coup, jouent les compétitions européennes et ont un peu plus d'expérience. Comme je l'expliquais, un Kyle Walker, un Harry Kane, un Trippier sont des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir te reposer. Donc, il y a quand même des joueurs d'expérience. On n'est pas que non plus sur de la nouveauté. Maintenant, moi, personnellement, après, c'est mon approche. Ça, je pense que c'est au goût de chacun. Je préfère avoir des joueurs qui vont rentrer et qui peuvent te mettre un peu le bazar dans la défense adverse. Et je suis persuadé qu'il y a des joueurs dans cet effectif qui ont cette vocation-là. Un Gordon, tu le fais rentrer sur le côté gauche. Pour moi, Gordon, ça a été peut-être avec Alexander Isak le meilleur joueur de Newcastle cette saison. On peut aussi rajouter Bruno Guimaraes. C'est un joueur qui peut vraiment enflammer la défense adverse, te créer un petit peu de rythme, perforer la surface de réparation adverse. J'aime ce genre de profil. Un aisé, moi c'est un joueur, quand je le vois sur le terrain, je suis content parce que c'est un joueur créatif, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui peut te trouver des passes que les autres ne voient pas forcément. C'est un joueur facile. C'est un joueur facile. Cole Palmer, t'es obligé de l'appeler. Cole Palmer, c'est un joueur qui, pour le coup, a réalisé une superbe saison, a terminé 2e meilleur buteur de Première Ligue. Il a survolé un peu cette équipe de Chelsea qui avait une saison un peu compliquée. Sur les matchs de préparation, je trouve qu'il a plutôt gagné des points, même si sur le 2e match face à l'Islande, il a raté quelques grosses occasions, mais c'est un joueur qui ne se cache jamais, qui essaie de s'incorporer entre les lignes, qui fait les efforts défensifs. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que vont donner ces joueurs-là. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours un gros point d'interrogation. Si tu les fais rentrer dans un quart de finale, dans une demi contre l'équipe de France, avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de pression sur les épaules, est-ce qu'ils vont continuer à ne pas se cacher, ou au contraire, ils vont avoir un peu peur? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça avait été sa stratégie, notamment en 2021. Ça avait plutôt bien fonctionné. Ça avait démarré timidement. Mais moi, je me rappelle, parce que si on prend l'exemple de Cole Palmer, moi, Cole Palmer me rappelle Phil Foden quand il arrive à l'Euro 2021. Il vient ou même Saka. Ouais, ou même Saka. Ouais, il vient avec sa teinture un peu peroxydée. Là, on se dit, il va tout arracher. Moi, je voulais l'accompagner. Il sortait d'une belle saison avec Manchester City. Et il s'était pas vautré, mais en tout cas, le poids de la compétition l'avait un peu assommé, et il avait disparu au fur et à mesure de la compétition. Et ça avait été un peu le turnover permanent qui avait aussi permis à cette équipe d'Angleterre d'avoir une fraîcheur physique. On se rappelle notamment le match contre le Danemark en demi-finale, même contre l'Ukraine, où il avait intégré Sancho, notamment, qui lui n'avait pas joué une minute auparavant. Et on se rend compte qu'en fait c'était les joueurs d'expérience qui avaient été très bons, notamment Sterling qui avait fait une saison compliquée. Mais en fait c'est juste ça ma crainte. Calvin Phillips qui sortait une super saison à Leeds avait un euro compliqué. Après lui, il avait été titulaire, et avec Declan Rice ça avait été plutôt solide. Mais l'idée, c'est que est-ce que sélection et Première Ligue par rapport à Cole Palmer, est-ce que ce qui fait à Chelsea le poids de la sélection et le poids d'un championnat, c'est pour ça que parfois c'est un peu compliqué. Après, est-ce que Foden et Saka n'ont pas vocation à être les Sterling de 2021? Oui, c'est ça, c'est le but. Bellingham aussi. Mais à contrario, sur la dernière Coupe du Monde, un Bellingham, c'était sa première compétition, il a été très très bon, et lui, il a tout de suite pris le lead, et donc à voir comment ça va se passer. Mais
le faire avec beaucoup de joueurs, des fois, je trouve que ça peut être un problème. Alors, dans les autres potentiels défauts de cette équipe, avant de mettre en avant les qualités, peut-être, et c'est ce qu'on remarque globalement sur les 5-6 dernières années anglaises, Najim, c'est l'absence de pluralité de buteurs. C'est-à-dire que tout est centralisé sur Kane, qui a encore fini meilleur buteur effectivement des éliminatoires côté anglais. Derrière, c'est Rashford qui n'est pas là. Est-ce qu'il n'est pas aussi ce souci-là de se dire, si Kane ne fait pas la différence, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver avec une équipe qui peut être un peu stérile? Ça ne doit pas être le cas. Ça doit pas être le cas. Pourquoi? Parce que Phil Foden a marqué 19 buts en Première Ligue. En remplaçant Harry Kane, tu as un joueur comme Ollie Watkins qui en a marqué 18, même s'il a vocation plutôt à être une doublure. Bellingham, il a marqué énormément de buts en Liga. Saka a marqué 16 buts avec Arsenal en Première Ligue, c'est sa meilleure saison sur le plan statistique. On n'a que des joueurs qui marquent en club. Cole Palmer. Donc Cole Palmer aussi. Donc non, bien au contraire, il faut qu'il y ait de la pluralité dans cette équipe, il faut que le but puisse venir un petit peu de partout, il ne faut pas non plus que se reposer sur Harry Kane. Moi j'attends aussi qu'un Phil Foden s'engouffre dans la surface, qu'un Bellingham arrive un petit peu en seconde lame pour pouvoir apporter des buts, et je pense qu'ils en ont la possibilité. Et quand tu vois les noms sur le terrain, ce sont des joueurs qui pour moi ont tous cette possibilité de marquer et de pouvoir faire marquer. Harry Kane, on connaît cette polyvalence, parce que c'est aussi un joueur qui est capable de décrocher et de participer au jeu. Un Bellingham aussi, un Phil Foden pareil, un Saka, on le sait, on connaît un petit peu sa spéciale où il aime bien parfois déborder côté droit et centrer. Donc ils ont tous cette polyvalence de pouvoir marquer et faire marquer. Donc j'attends vraiment de ce quatuor offensif des grosses performances et des buts qui puissent venir de partout. Je n'attends pas que des buts de la part d'Harry Kane. Pour toi, ce vivier-là, c'est un point fort. Bien évidemment que c'est un point fort. C'est un immense point fort, le fait d'avoir comme ça 4 joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs anglais, qui surtout sortent d'une saison aboutie. Ils sont quasiment tous les leaders de leur équipe. Exactement, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment des joueurs qui sortent tous d'une saison aboutie. Même si on pourrait pointer du doigt quelques détails sur la saison de Saka, etc. Je viens de rappeler que Saka vient de faire sa meilleure saison sur le plan statistique. Phil Foden a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Bellingham a été l'un, si ce n'est le meilleur joueur du Real Madrid peut-être en Liga. Harry Kane a été meilleur buteur de Bundesliga. Donc c'est pas gage de réussite. On l'a vu par exemple avec l'équipe de France en 2002. Voilà. Mais je pense qu'en Europe, ça doit faire mal. On n'a pas un vivier aussi fort. En tout cas, il n'y a pas une ligne qui a produit une saison comme ça dans les plus gros clubs, c'est-à-dire Première Ligue, Bayern Munich, Real Madrid. C'est énorme. City, Arsenal. Oui, voilà, donc moi j'englobe la Première Ligue. Aujourd'hui, pour moi, c'est le point fort, ça doit être le point fort de cette équipe anglaise. Alors, si tu regardes même sur le banc, je l'expliquais tout à l'heure, mais un Gordon a été l'un des meilleurs joueurs de Newcastle, Cole Palmer a été le meilleur joueur de Chelsea, donc Bowen a été le meilleur joueur de West Ham, donc en fait tu as les meilleurs joueurs de plein de clubs, ça doit faire la différence. Ouais, voilà. Alors souvent, c'est vrai que ce cocktail ne marche pas toujours dans le football, mais en tout cas, les excuses ne peuvent pas être légion. Walid, donc un potentiel défaut qui est devenu une vraie qualité, en tout cas de votre vision. L'autre, pour verser plutôt là du côté des qualités de cette équipe, il y a la défense qui avait été assez impressionnante à l'Euro 2021. Est-ce que cette année, pour toi, on va avoir une défense un tout petit peu plus remaniée? Est-ce que on est toujours sur une équipe aussi solide? Moi, ça a toujours été pour moi le secteur défaillant, même si, encore une fois, ils ont été capables de faire des résultats. Mais pour moi, ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer et ça sera un gros défaut. Le talon d'Achille de cette équipe, moi je le vois comme ça. On a encore vu le dernier match là contre l'Islande où défensivement ça a été très très compliqué sur les transitions. À voir comment Southgate va jouer, parce qu'on a mis une compo en 4-2-3-1, mais on sait très bien que tu démarres une compétition peut-être avec un système et tu peux terminer avec un autre, et qu'il a souvent eu cette flexibilité entre la défense à 3 et la défense à 4. Peut-être qu'il va rajouter un Kansa d'Aston Villa ou un Walker de l'autre côté pour faire émerger des pistons. Parce que sincèrement la blessure de Maguire, elle fait très très mal, parce que Maguire en sélection a toujours été fiable, et puis derrière la nouvelle génération dans ce secteur là a du mal à émerger. Tu as Tyrone Mings qui s'est blessé cette saison, qui lui avait démarré quelques matchs à l'Euro, au dernier Euro notamment. Tomori qui est sorti un peu de la circulation, on pensait vraiment que ça allait être
le renouveau. Un Colwill qui avait fait une très bonne saison avec Brighton a disparu aussi cette saison à Chelsea. Donc, donc tu te retrouves avec un Stones qui a très peu joué à City cette année et on l'a vu en difficulté encore en finale de Cup contre Manchester United. L'année d'avant, il avait joué plus dans un rôle de milieu plus 1 en faisant l'escalier, mais ça fait longtemps qu'il joue pas dans une défense à 4 quand même et qu'il est performant dans une défense à 4. Marc Guéhi, moi, Najim va nous en parler parce que moi je le connais pas assez, j'ai pas assez suivi, mais ce que j'en ai vu notamment avant-hier, ça me rassure pas. Donc ouais, pour moi, ça va être vraiment le point faible de cette équipe et peut-être pas dans les premiers tours, mais quand ça va se corser, ça va être compliqué, je pense. Najim. C'est sûr que ça reste quand même le point faible, la défense, parce que quand tu vois les noms sur le papier, ça tranche quand même avec le secteur offensif. Ça, on va pas faire les menteurs. Pour le moment, la défense centrale qui devrait partir titulaire, ça devrait être, je pense, Stones et Marc Guéhi. Moi, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt intéressant face à l'Islande lors du dernier match. On a mis les Wisdom. Maintenant, les Wisdom, je pense que ce sera le troisième, entre guillemets, celui qui risque peut-être de rentrer. Donc, Guéhi, moi je le trouve quand même intéressant, je trouve que c'est un bon défenseur, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Crystal Palace, ça fait déjà 2-3 ans maintenant qu'il s'est installé comme un bon défenseur de Première Ligue, convoité par moments par des plus grosses écuries anglaises, donc on parle pas d'un petit défenseur. Par contre, il n'a pas forcément l'âme d'un leader, il n'a pas l'habitude de jouer des compétitions européennes, il n'a pas l'habitude également de jouer au niveau international, donc ça peut être aussi des doutes en ce qui concerne Marc Guéhi, donc on va voir ce que ça va donner, mais Walid l'a dit très justement, pour moi la plus grosse perte finalement, au-delà de Rashford, de Grealish, de Sterling, de Sancho, d'Henderson, c'est Maguire finalement. Parce que là on parle d'un titulaire, on parle pas d'un remplaçant, on parle d'un joueur qui avait vocation à être titulaire, qui était un pion important de l'Angleterre depuis de nombreuses années, qui avait été élu dans l'équipe type de l'année lors de l'équipe type de l'Euro en 2020. Et ça peut être une perte quand même qui peut faire mal. Donc j'ai hâte de voir comment cette équipe d'Angleterre va défendre, et même au-delà de la défense, c'est même l'animation défensive qui m'inquiète un peu. Parce que moi, contre l'Islande, je trouve que le plus gros point faible de l'Angleterre, ça a été même leur capacité à presser. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'intensité, que ça manquait un peu de mécanisme. Donc au-delà de la défense, il va falloir que toute l'équipe arrive à défendre ensemble et le faire de la meilleure des manières. Parce que pour le moment, je trouve que c'est un peu bancal dans ce registre. L'Angleterre, donc, qui va avoir un sacré challenge défensif sur cette compétition. J'aimerais justement avoir les joueurs, alors tous les secteurs, hein, pas que défensifs, que vous attendez le plus dans cet Euro. Je vais commencer avec toi, Walid. C'est quoi l'individualité qui titille le plus, là, le joueur que tu as envie d'accompagner sur cette compétition? Comme on l'a dit avec Najim en faisant la liste, il y a quand même énormément donc le joueur le plus attendu? Le joueur le plus attendu pour toi. Est-ce que tu pars plutôt sur un titulaire en puissance dont tu attends une compétition à l'image de l'Angleterre référence, ou tu vois peut-être un joueur... Moi je vais prendre un contre-pied. Sur le joueur le plus attendu, je pense que ça va être le joueur le plus important. Ouais. Pas forcément le côté spectaculaire, hein. Ce sera Declan Rice. Ouais. Declan Rice, parce qu'avec tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment sur l'aspect défensif et l'aspect offensif, sur la fameuse équilibre dans ce type de compétition, je pense que Declan Rice va être primordial. On ne sait pas qui va l'accompagner, Mainoo, Alexander-Arnold, on en parlera peut-être après, ou Gallagher. Est-ce qu'il sera dans un double pivot, dans un milieu à 3? Est-ce que Bellingham va redescendre au fur et à mesure de la compétition? On se pose pas mal de questions là-dessus, mais le 1+, le 1, c'est Declan Rice, et il va avoir un sacré boulot. Il est habitué parce qu'il l'a déjà fait à Arsenal, il l'a déjà fait à West Ham, et je pense sincèrement que ce sera le garant d'une équipe d'Angleterre qui ira loin, et ouais, j'attends beaucoup de Declan Rice. Najim. Moi, je vais pas te faire réagir sur Declan Rice, j'ai peur qu'on passe 25 minutes. Non. Donc... Je vais plus parler de Bellingham. Ouais. Plus de Bellingham qui n'était pas présent là sur les 2 matchs amicaux, mais qui pour moi vraiment... Qui joue aussi, ne se mentons pas, hein. Bellingham remporte l'Euro, ou Bellingham fait un énorme Euro, il est potentiellement Ballon d'Or aussi. Possible. Non, mais bien sûr. Ça joue aussi. Bien sûr. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui a les clés du jeu, parce qu'il joue dans un rôle de numéro 10, mais avec beaucoup de liberté. J'avais adoré son match contre la Belgique au mois de mars, où il y avait eu 2-2, mais où l'Angleterre avait, je trouve, fait un bon match dans l'ensemble. Et on avait un Bellingham en fait qui avait beaucoup de liberté, c'est-à-dire que parfois... Il est marqué à la dernière minute d'ailleurs. Exactement. Tout à fait, parfois il s'incorporait entre les lignes, parfois il décrochait quasiment à hauteur des défenseurs centraux pour faciliter la relance, et parfois il se projetait comme ça dans la surface quasiment comme un œuf. Donc je trouve qu'en fait il a beaucoup de liberté, et on lui laisse pas mal d'espace dans cette équipe, donc j'attends beaucoup de Bellingham durant cet Euro. Effectivement, il est très attendu Jude Bellingham, comme on l'a dit, avec beaucoup d'espoir aussi pour la suite de la saison. La surprise maintenant, Bellingham, ça fait
peut-être été la surprise de 2022, par exemple. Exactement. Voilà. Mais Alors, il a pris un autre statut quand même depuis 2022. Déjà. La surprise, c'est le joueur qu'on n'attend pas et qui va émerger. Ça peut être, comme on l'a vu dans la liste de tous ces joueurs qui vont disputer leur première compétition, comme ça peut être certains joueurs réinventés. J'oriente un peu ma question. Moi, je vais te dire Alexander Arnold. Voilà. Parce qu'il a fait plutôt une bonne entrée là sur le dernier match. Il est souvent utilisé au milieu de terrain. Il peut être aussi. Voilà, on rappelle, il a été remonté d'un cran par. Même si je serais étonné quand même que Southgate commence les gros matchs avec Alexander Arnold à côté de Declan Rice. Mais pourquoi pas aussi une défense à 3 pour le mettre en piston, notamment si Walker joue stopper droit, peut-être le mettre un peu plus haut. Si Bellingham redescend d'un cran, c'est déjà plus équilibré aussi. Oui, voilà, donc à voir, mais je pense que même en sortie de banc, il va avoir un rôle à jouer sur sa patte, sur ce qu'il peut faire avec son pied. Je pense que ça peut être un joueur qui peut émerger au fur et à mesure de la compétition pour l'Angleterre, et puis ça fait longtemps qu'on l'attend parce que son histoire avec l'Angleterre, c'est le néant pour un joueur comme lui. Ce serait cool de le voir. Moi, ça m'intéresse. Petite réaction, Najim, au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'il y a l'histoire avec l'Angleterre, il y a même l'histoire tout court de Trent Alexander-Arnold qui a démarré en boulet de canon, et on attend maintenant le deuxième coup d'accélérateur, quoi. Il a été souvent barré par Walker sur ce poste de latéral droit, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis la Coupe du Monde, Southgate travaille sur autre chose, avec un Alexander-Arnold qui joue souvent au milieu de terrain, aux côtés de Declan Rice, et moi je lui trouve de vraies qualités de numéro 8. Il a une bonne vision de jeu, on sait qu'il a un pied droit exceptionnel, il est capable de jouer court, de jouer long. Lorsqu'il est rentré contre l'Islande, il a donné 2 très très bons ballons qui auraient pu amener à des très grosses occasions de but. Donc pour moi, dans ce rôle de numéro 8, Alexander Arnold, ça peut être une très très belle alternative. On ne sait pas encore véritablement qui va accompagner Declan Rice, mais moi je pense que sur le premier match contre la Serbie, je ne serais pas étonné si c'est Alexander Arnold. Et toi, ta petite surprise alors? Je pars sur une autre surprise, c'est Kobbie Mainoo. Ouais. Qui pourrait être un concurrent. Exactement, qui peut être un concurrent un petit peu d'Alexander Arnold. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment le poste où il y a le plus de doutes, c'est ce poste-là de milieu relayeur droit entre Alexander Arnold, Kobbie Mainoo. J'ajoute également Conor Gallagher qui est aussi dans la hiérarchie. Pourrait y avoir Wharton, mais là on part d'un peu plus loin. Kobbie Mainoo, ça a été vraiment l'une des grosses sensations avec Manchester United cette saison. Il a fait une grosse deuxième partie de saison, il a été impactant dans des matchs importants. Je repense à son but dans les dernières secondes contre Wolverhampton, je repense à sa grosse performance contre Liverpool en FA Cup. Il avait été très bon également lors de la trêve du mois de mars contre la Belgique, où il avait joué à peu près 1 heure et il avait montré de très très bonnes qualités. Ce que j'aime beaucoup chez Mainoo, c'est qu'il est à la fois actif avec et sans ballon. Sans ballon, c'est un peu un aspirateur capable de récupérer des ballons à droite à gauche. Et avec le ballon, il est capable de porter le ballon et d'apporter un allant offensif. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Kobbie Mainoo joue, il peut y avoir des permutations un peu avec Declan Rice, où ça donne un peu plus de liberté à Rice, qui peut un petit peu s'aventurer sur le plan offensif, parce que tu as un Mainoo qui peut venir couvrir un petit peu derrière lui. Alexander Arnold a un rôle un peu plus offensif quand il est aux côtés de Declan Rice, qui oblige un peu Rice à conserver une position un peu plus conservatrice. Donc j'aime beaucoup Kobbie Mainoo. C'est pas impossible lui aussi qu'il soit titulaire durant la compétition, mais je pense surtout qu'au fil de la compétition, c'est un joueur qui peut monter en puissance et qui peut aller arracher cette place. Ouais, voilà, plus de garantie 18 ans, ça peut être la belle histoire. J'ai vraiment hâte. Je pense que le grand public en France ne le connaît pas très bien encore. Ils connaissent, ils savent évidemment qui c'est, Kobbie Mainoo, etc. Parce que même Manchester n'a pas été si scruté que ça cette année. Et même Manchester United n'est pas allé loin en Coupe d'Europe. Ce qui fait que les gens l'ont vu un petit peu avec parcimonie. Tu sais, ça parle beaucoup d'un Zaïre Emery par exemple en France, mais moi je pense que Kobbie Mainoo il a autant les qualités d'un Zaïre Emery. En tout cas en termes de hype et en termes de ce qu'il peut apporter, je pense qu'il a pas à rougir face à un Zaïre Emery par exemple. Ils ont à peu près le même âge, ils ont des qualités plus ou moins similaires. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Kobbie Mainoo durant cet Euro. On va terminer quand même, on va se voir le calendrier de l'Angleterre qui les attend pendant ce premier tour de l'Euro avec un groupe, on l'a dit, avec le Danemark, avec la Serbie, avec la Slovénie. Ça commencera contre les Serbes, ce sera le 16 dimanche bien sûr pour nos amis anglais, et puis après il y aura donc les 2 rencontres contre le Danemark et la Slovénie. Parcours donc qui on verra peut être assez on va dire pas simple, mais qui peut se dégager si tu termines à la première place, et c'est important dans ces Euros 24. On va passer à l'instant prono, bien sûr, du Club des 5, l'instant au tableau, avec notre partenaire historique Winamax, bien sûr, qu'on remercie de nous accompagner depuis toutes ces saisons. Juste avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle que jouer comporte des risques, ça doit rester un plaisir, un petit moment d'amusement entre amis et non pas une contrainte financière pour vous. Donc si vous avez le moindre souci,
liées au jeu en ligne, c'est important. Contactez les professionnels, les numéros s'affichent en bas de votre écran. L'instant au tableau pour les socios qui nous découvrent, il y a peut-être des socios qui nous découvrent et qui vont passer l'euro avec nous. L'instant au tableau avec notre partenaire Winamax, c'est très simple. Chaque émission, là, ça va être le cas avec Walid Elton, vous proposez un pari, un pronostic, et puis si votre prono est bon, vous remportez en termes de gains les points qui sont associés à la cote. Donc si vous me donnez un pari à 2,45, vous gagnez 2,45, vous prenez 2,45 points dans le classement, et après on fera les comptes à la fin pour voir qui est devant. D'ailleurs, Najim, pas trop mal les dernières émissions, on en reparlera. Voilà. 2 succès de suite. 2 succès de suite, c'est le début d'une série. C'est beau. On va parler sur la compétition donc, de l'Angleterre. Alors on va pas parler forcément sur le groupe, parce que l'Angleterre est largement favori de son groupe à 1,35 hein, avec le Danemark, les Serbes et les Slovènes. On va essayer de voir sur la compétition ce qu'on peut trouver comme bonne petite cote. Walid Acharchour, Moi, je vais commencer avec. tu as fait un brainstorming tout à l'heure. Oui, tu as tout essayé. J'ai essayé de regarder, c'était pas simple. Mais j'ai trouvé une cote à 2,10. 2,10 où Foden, ça va peut-être faire crier les gens, ne marquera pas plus de 2 buts. Dans cette compétition. Donc, qu'un but, quoi. Voilà, 0 ou un but, donc moins de 2 buts, cote à 2,10, parce que je pense qu'il sera beaucoup plus à la passe, beaucoup plus dans la différence, et qu'autour, des joueurs comme Saka, des joueurs comme Harry Kane, comme Bellingham vont prendre plus d'importance à la finition, et puis surtout... Faut pas oublier que ce sont des matchs assez durs où ça se durcit au fur et à mesure de la compétition, et c'est pas évident de marquer pas mal de buts dans une compétition. Donc moi je vois un Foden qui met moins de 2 buts, et je trouve que la cote à 2,10 elle est plutôt intéressante. Il marque pas les pénaltys. Oui. Il faudrait pas que sur la phase de poule il y ait des grosses victoires, des gros scores, mais je suis pas sûr que la poule elle est intéressante, elle est abordable pour l'Angleterre, mais je vois pas. Clairement. Je sais pas comment à la Coupe du Monde, tu vas avoir des 6-2, etc. Je pense pas. Donc je vois Foden marquer, mais pas plus de 2 buts. 2-10 donc pour Foden qui va pas développer trop ses stats sur cet euro. Après il peut être très très bon sans. Oui, c'est vrai que s'il fait 6 passer un but, on l'oubliera. Hein. Ouais. Je rappelle que la cote de l'Angleterre est à 4,25 vainqueur. Hein. C'est tout simplement par les bookmakers le favori de l'euro. Et je me dis aussi que Phil Foden ne va peut-être pas jouer tous les matchs, parce que avec Bellingham va se blesser en fait. Mais avec Bellingham au poste de numéro 10, il va devoir jouer sur le côté, et peut-être que un Palmer ou même un Gordon en sortie de banc, on sait pas ce qui peut se passer. Sur le deuxième match amical contre l'Islande, Foden a joué numéro 10 par exemple en l'absence de Bellingham. Donc bon, ça se voit qu'il se cherche encore un peu dans cette sélection. Najim, moi je suis parti sur autre chose. Une cote à 1,70, c'est pas très élevé, mais on essaye d'assurer. En ce moment on est dans cette stratégie, ça fonctionne plutôt bien. C'est l'Angleterre. Alors elle est affichée à 2,45. Elle est à 2,45 ? Peut-être qu'on a Non, je pense qu'elle est à 1,70. Je pense qu'elle est à 1,70. Mais à 2,45 je la prends. On va la corriger. Je la prends clairement. Elle est à 1,75. 1,75. On va corriger. L'Angleterre qui fait au moins demi-finale. En dessous demi-finale déjà ce serait un gros échec. Hormis si bon, tu joues, alors même si tu joues contre l'équipe de France en quart, il y a bien un moment où on attend que l'Angleterre casse le cap. Donc voilà, si tu fais pas demi-finale, ce serait quand même un échec. J'attends au moins l'Angleterre à ce stade de la compétition. Je pense qu'ils ont donc clairement les armes avec tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. 1,70, je pense que ça peut m'apporter quelques petits points. Je la prends. La stratégie de la tortue. Exactement. On continue. Qu'on salue. Donc 1,70, l'Angleterre en demi-finale, je le dis encore une fois, c'est le favori de cette compétition sur le site de Winamax. 4,25 pour la victoire finale. Donc ce serait là aussi le strict, c'est le grand favori des cotes aujourd'hui. Oui, je dis Winamax. Oui. Pour pas non, mais je te parle des cotes ou des cotes. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est le grand favori. Alors, surprenant ou pas, ça, on va pas en débattre. Mais en tout cas, c'est l'équipe. C'est l'équipe sur laquelle vous gagnerez le moins d'argent si vous tentez la petite surprise. On va s'arrêter là pour cette émission. Les socios, on arrive au terme de cet instant au tableau by Winamax, qu'on remercie. On remercie bien sûr notre partenaire également, unbonmaillot.com. Si vous voulez vous acheter un petit maillot pour l'euro, faire des petits cadeaux comme les disait Walid tout à l'heure, c'est le moment. Si vous ne savez pas non plus quel choix faire sur le catalogue entier de la compétition, un bon maillot peut choisir pour vous. Avec le code CD5, vous avez moins 10% lors de votre premier achat. Donc allez-y, n'hésitez pas, on vous encourage. Il fait beau en ce moment, un petit maillot frais. T'es bien, En plus, il y en a des beaux sur il y en a des pas mal. L'Allemagne à l'extérieur, le rose, il est beau. Voilà, il y en a des... Alors moi, je suis jamais fan des maillots extérieurs qui vont un peu dans tous les sens, mais pour les porter de l'été, c'est pas mal. On en a reçu un, je crois, en Écosse ou en Angleterre, là, très très beau. L'Angleterre, l'extérieur, il est très beau. Noir et doré, là, il est très beau.
Bon, bah, si on voulait le faire gagner de manière mystérieuse, on ne pourra pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. On comprend. Il nous a tué un jeu, là. Mais c'est pas grave. Merci à tous les deux, Walid et Najim, pour cette émission. On continue, bien sûr. Je vous invite à aller voir les précédentes émissions des previews de l'Euro et celles qui arrivent dans les prochains jours. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il nous reste 2 petites émissions sympathiques à venir sur la chaîne. En tout cas, 2 émissions qui vont concerner, je pense, une grande partie de nos socios, parce que c'est la France et le Portugal. Donc voilà, donc ça va être chaud. Merci en tout cas donc d'avoir été avec nous. Merci à Fares Hachem et Arthur Veil qui ont préparé cette émission. Amaury Cotin était à la réalisation du Club des 5 aujourd'hui, bien sûr, comme toujours. Rendez-vous très vite sur la chaîne. Vous commentez bien sûr les socios, vous donnez vos avis jusqu'où vous voyez de l'Angleterre, vous aussi, les qualités, les défauts, les joueurs attendus, la surprise. On attend tous vos avis et bien sûr, on les retrouvera à la fin de la compète pour voir qui a eu raison ou qui a eu tort. On aime bien se moquer au Club des 5. Merci d'avoir été avec nous et à très vite. Ciao. Ciao.